comme Brigitte Kiefer, étudie le rôle de chacun de ces récepteurs au GABA. Nous avons découvert qu'il y avait plus d'une douzaine de sous-types de freins. Tous sont de différents récepteurs au GABA. On pensait qu'il n'existait qu'un seul et même frein partout dans le cerveau, mais ce n'est pas vrai. On trouve ces freins dans plusieurs régions du cerveau, comme celle-ci, celle-là, celle-ci ou encore celle-là. Les benzodiazépines qu'on utilise aujourd'hui interagissent avec toutes ces zones. Elles ne voient pas la différence. Nous avons alors pensé, ne serait-il pas judicieux de développer un médicament qui n'agirait qu'avec celui-là, ou celui-ci, ou celui-là? Nous pourrions peut-être obtenir une autre pharmacologie et éviter les effets secondaires. C'est ce que nous essayons de développer à l'heure actuelle. En attendant les nouvelles générations d'anxiolytiques, les patients ne doivent pas arrêter brutalement leur traitement. Car avec ces médicaments, comme avec l'héroïne, le corps s'adapte et réclame sa dose. Sans elle, c'est la crise de manque. Trust me. The first smoke of heroin can make you throw up, but some people still go back for more. If you get into it, your looks will start to go, and you'll feel even worse. Une fois que l'organisme s'est habitué, on arrive à la situation de l'héroïnomane qui vient traditionnellement nous demander une aide et qui dit « J'ai pris de l'héroïne au début parce que c'était une jouissance extraordinaire, c'était une jouissance supérieure à un orgasme, c'était formidable parce que ça me faisait oublier tous mes problèmes existentiels, j'avais plus aucun souci, j'avais plus de problèmes existentiels quelconques, plus de souffrance, mais aujourd'hui je ne prends plus de l'héroïne que pour être normal. Par contre, si j'arrête, j'éprouve une souffrance absolument terrible. Cette souffrance est psychologique, toutes mes angoisses reviennent, j'arrive plus à dormir, mais cette souffrance est aussi physique, elle est physiologique, j'ai mal partout, j'ai mal dans les muscles, j'ai mal dans mes os, j'ai la diarrhée, j'ai des vomissements, etc. Ce malaise généralisé du manque, les toxicomanes le doivent à leur cerveau. Pour continuer à fonctionner normalement, le cerveau est contraint de modifier ses réseaux et son équilibre. The agony will reach its peak in 36 to 72 hours, then continue for 2 more weeks. Sachant que l'héroïne est inhibitrice des neurones, à force d'être constamment inhibée, ces neurones vont développer des phénomènes compensatoires et vont en quelque sorte booster des systèmes excitateurs. Donc tant que le cerveau est sous héroïne, il est maintenu sous inhibition, mais progressivement, il va revenir à un état d'équilibre nouveau qui est proche de la normale, mais sous héroïne, parce que les effets inverses ont été augmentés. Si maintenant on enlève brutalement l'héroïne, à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? On va passer dans un autre état, complètement, on va changer d'équilibre à nouveau. Puisque l'inhibiteur général n'est plus là, en fait, on va avoir tous les effets excitateurs qui vont être révélés. Et c'est l'état de sevrage, en fait. Il existe maintenant des traitements qui permettent aux toxicomanes d'arrêter l'héroïne sans souffrir du manque. Depuis cette distribution dans une prison de New York au début des années 1970, le recours aux opiacés de synthèse s'est généralisé. La méthadone et la buprenorphine, plus connues sous le nom de Subutex, remplacent l'héroïne dans le cerveau, mais agissent plus doucement sur les récepteurs, d'où leur nom de traitement de substitution. Ceci dit, on est aussi dépendant à la méthadone et à la buprenorphine. Simplement, on n'a pas le rush ou le high que ressentent les héroïnomanes sous l'effet de l'héroïne. Parce que la méthadone ou la buprenorphine n'atteignent jamais des concentrations telles qu'elles provoquent l'effet recherché par le toxicomane. Les traitements de substitution ne sont pas la panacée. Les chercheurs voudraient mettre au point des traitements qui guérissent l'addiction, au lieu de la mettre en sourdine. Et la recherche s'intéresse aujourd'hui à la dopamine, cette molécule du plaisir. Exactement comme pour les opiacés ou le GABA, il existe plusieurs sortes de récepteurs à la dopamine.
Et c'est l'un d'entre eux, le récepteur D2, qui semble jouer un rôle crucial dans la dépendance aux drogues. Pour l'étudier, les chercheurs utilisent des souris génétiquement modifiées. Dans le but de pouvoir étudier le rôle du récepteur D2 dans la réponse aux drogues, mais aussi, disons, dans sa fonction physiologique in vivo, nous avons généré des animaux knock-out dans lesquels le récepteur D2 donc, n'est plus exprimé. La dopamine intervient dans de nombreuses fonctions physiologiques, et notamment dans le mouvement. Elle est d'ailleurs impliquée dans la maladie de Parkinson. Ce test permet de mesurer la coordination motrice. Pour la souris knockout, c'est un fiasco. Mais ce n'est pas sa seule particularité. Nous avons pu mettre en évidence qu'en absence du récepteur D2, les souris ne répondent plus, par exemple, aux effets renforçants donc, qui amènent ensuite à l'addiction. D'autres laboratoires ont fait des études à ce propos, où ils ont pu voir que dans une population d'animaux même, et comme chez l'homme encore une fois, il y a des individus qui sont plus vulnérables à la prise de drogue que d'autres. Donc ceci, clairement, doit être dépendant de comment chacun de nous est fait. Donc chacun de nous, très probablement, a des taux de dopamine ou d'autres neurotransmetteurs qui sont différents. On a l'expression des gènes aussi n'est pas la même dans chaque individu, donc on est chacun différent de l'autre. Donc par exemple, je ne sais pas, moi je pourrais avoir beaucoup plus de récepteurs des deux par rapport à quelqu'un d'autre. Et donc mes réactions vis-à-vis de la drogue, elles peuvent être différentes par rapport à un autre individu. Nora Volkov, qui dirige la recherche publique américaine sur les drogues, a découvert que les toxicomanes avaient peu de ces récepteurs D2 et que les drogues provoquaient une aversion chez les personnes qui en possédaient beaucoup. C'est là une question très importante. La diminution de récepteurs D2 que nous voyons chez les toxicomanes est-elle une conséquence de l'usage répété de drogue, ou bien est-ce leur faible taux de récepteurs qui les a rendus vulnérables? Au vu de toutes les études, j'en conclus pour ma part qu'un taux élevé de récepteurs D2 est un facteur de protection contre la prise de drogue. Un faible taux de récepteurs D2 rend les gens plus vulnérables. Cela nous ouvre de vastes perspectives de recherche. Et c'est un vrai défi pour la science. Comment peut-on agir sur le nombre de nos récepteurs D2 sans bouleverser l'équilibre du cerveau ? J'aime assez cette interprétation parce qu'elle nous pousse à développer des stratégies qui nous permettront d'augmenter le taux de ces récepteurs chez les humains. Si vous m'aviez posé la question il y a 3 ans, je vous aurais répondu que ce n'était pas possible parce que nous n'avions pas les outils chimiques. En ce moment, j'essaie de développer le recours à des interventions comportementales. Les taux de récepteurs pourraient être augmentés par des psychothérapies. Ça ressemble à de la science-fiction. Mais nous savons par exemple que chez les rats, le stress chronique provoque une diminution de récepteurs D2. Qu'arriverait-il si l'on réduisait le stress chez une personne stressée ? C'est ce qui s'était passé dans les années 60 avec les soldats américains au Vietnam. Les soldats américains
s'étaient accrochés à l'héroïne, une héroïne de bonne qualité. Ils en avaient pris beaucoup pendant des durées très longues. Ils étaient donc très dépendants. Le gouvernement Nixon avait prévu des programmes méthadone, des centres de sevrage pour faire décrocher les soldats américains. Or, une immense majorité a réussi à s'en passer, n'a pas recouru à ces programmes et a arrêté de prendre de l'héroïne. Le traitement de la dépendance du soldat américain au Vietnam, c'était la fin de la guerre du Vietnam, le retour au pays. L'expérience de la consommation de drogue, c'est quelque chose qui est très fort, qui est très frappant et qui laisse une trace qui est énormément liée au contexte. Tous les médecins vous diront que de replonger un toxicomane repenti dans son contexte, ça va être très difficile pour lui parce qu'il va être instantanément en manque. Et donc c'est un phénomène de mémorisation. Et donc les études aujourd'hui vont vers la compréhension de cette forme d'apprentissage aberrant, en quelque sorte, qui se passe lorsqu'on devient dépendant aux drogues. Comme la drogue, les expériences de vie et les souvenirs traversent la membrane des neurones, l'espace liquide des synapses, et s'inscrivent à jamais dans notre cerveau. L'étude de ces processus complexes réconcilie maintenant la neurobiologie et la psychologie. Donc on a une dépendance qui est à la fois physiologique et psychologique, et on considère aujourd'hui d'ailleurs que la dépendance est un phénomène global et que c'est probablement une erreur d'avoir séparé la dépendance psychologique et la dépendance physiologique. On n'est plus à une époque où on pensait que l'âme était comme un organe distinct du corps qui était relié au cerveau par l'épiphyse. Donc on sait bien que la psychologie et la physiologie sont deux manières d'aborder les mêmes phénomènes. Laissez-moi vous donner l'exemple d'une étude qui vient juste d'être publiée par Michael Meaney. Elle montre que chez les rats, les petits privés de contact physique avec leur mère sont beaucoup plus sensibles au stress. Cette privation rend l'un de leurs gènes silencieux. Vous avez ici la construction psychologique de la réponse à un stress, mais vous avez aussi la science qui parvient à observer qu'un stress environnemental peut rendre un gène silencieux, ce qui entraîne ensuite l'absence d'expression d'un récepteur. Donc je ne vois pas ça comme un retour à la psychologie, mais comme l'exploitation des avancées de la science et de la technologie pour essayer de comprendre quels sont les processus neurobiologiques qui sous-tendent les mécanismes psychologiques. Donc c'est en fait une image à miroir, selon comme vous regardez. D'un côté, vous pouvez dire que vos gènes ne vont pas avoir le même effet sur la vulnérabilité à la drogue en fonction de l'environnement dans lequel vous vivez ou des expériences que vous avez eues, ou à l'inverse, vous pouvez dire que l'environnement n'aura pas les mêmes effets en fonction des gènes du sujet. Résultat, on ne peut pas considérer gène et environnement comme deux variables indépendantes qui agissent chacun 50-50, mais c'est une seule influence et c'est l'interaction entre les deux facteurs qui vont déterminer ce que vous êtes. Les histoires de dépendance ressemblent à des histoires d'amour. Une personne et ses gènes rencontrent une drogue à un moment de leur vie. Un coup de foudre destructeur où le vécu et la psychologie jouent un rôle déterminant. Étroitement liés, tous ces facteurs sont uniques d'un individu à l'autre et nous rendent tous inégaux face à la drogue. Aujourd'hui, les chercheurs font des progrès spectaculaires dans la compréhension des mécanismes de l'addiction. Ils s'intéressent maintenant à l'impact des accidents de l'existence sur la chimie du cerveau et sur les gènes. La science considère l'addiction comme une véritable maladie du cerveau. À la recherche de nouveaux médicaments, les scientifiques s'attaquent désormais aux causes mêmes de la toxicomanie.